Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Et l'épisode d'aujourd'hui sera découpé en deux parties. Tout d'abord, la première partie, nous allons parler de la première semaine du Giro, donc qui est déjà passée puisque je m'enregistre ce dimanche soir. On va discuter des différents enseignements qui sont donnés après chacune des étapes, et puis des enseignements globaux de la semaine évidemment. Et puis dans une deuxième partie, qui pourra être écoutée de manière indépendante, on parlera de la deuxième semaine. On va regarder étape par étape les différents profils, les scénarios qu'on envisage, tout en s'appuyant quand même sur les enseignements qu'on a eus de la première semaine, et ils ont été nombreux. Donc tout d'abord, on va parler ici de la première semaine du Giro. Je vous avoue que là, ces derniers jours, j'étais devoir conjugal oblige en week-end à Barcelone, donc j'ai suivi le Giro d'un peu moins près que ce que j'espérais. Mais il y a quand même des choses assez intéressantes qui en sont ressorties, donc on va commencer directement avec la première étape. Donc la première étape qui nous a offert déjà du très beau spectacle, on s'en doutait avec le profil qui était dessiné. Et donc cette victoire de Jonathan Narvaez devant Charman et Pogačar. Euh, donc ce qu'il faut noter, c'est que Pogačar a évidemment attaqué, on attendait ça un peu de lui. Et puis Jonathan Narvaez a été simplement très fort. On a aussi retrouvé un Maximilian Charman donc, qui était, on savait pas, ça fait plusieurs années qu'il n'avait pas vraiment son meilleur niveau. Et puis là on l'a revu dans un bon état de forme. Il avait un peu anticipé la chose en étant sorti avec un groupe d'outsiders un peu avant. Il y avait notamment Alex Baudin, on aura l'occasion d'en reparler, qui était là, Nicolas Conchi. Mais les deux plus forts dans le punch, c'était Narvaez et Pogačar. Et Sharman a réussi à s'accrocher à leur roue. Et finalement, c'est Narvaez qui bat au sprint les deux autres. Donc Narvaez premier, maillot rose. Et puis premiers enseignements aussi de l'autre côté, c'est avec certains coureurs qui lâchent. Et donc là, on a malheureusement Romain Bardet, Luc Plap, Thymen Arensman, et puis Florian Lipovic, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, Donc là, on se disait, c'est la première étape. Déjà qu'il y a des gens qui lâchent, mais on savait que la route est longue. Et donc, on s'était dit, on va pas prendre trop d'enseignements quand même. On va faire attention à ce qu'on dit. C'est pas parce que Arensman, notamment, a perdu beaucoup de temps, que Romain Bardet a perdu un peu de temps, il semble être malade, qu'il faut tirer une croix trop rapidement sur leur nom pour le classement général. Euh, une chose très intéressante, j'ai trouvé dans cette étape, de mon avis personnel, c'est qu'on a vraiment eu, pardon, beaucoup de profils de coureurs qui ont pu jouer leurs cartes. Finalement, ça se finit avec des grimpeurs qui attaquent. On a aussi Narvaez qui gagne, Charman aussi. C'est des profils qui sont assez hybrides, un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc ça, c'était quelque chose qui m'a rendu très heureux de mon côté. Et puis aussi les UAE qui ont déjà roulé énormément pour cette première étape, qui ont voulu marquer un peu le Giro de leur empreinte dès le début. Et donc, après la première étape, on se dit, on va être prudent, et puis on verra déjà ce qui se passera le lendemain. Donc le lendemain, Europa. Donc la première arrivée au sommet de ce Giro, qui est donc étape gagnée par Tadej Pogačar qui avait chuté. Vous l'avez forcément vu, cette crevaison de la roue avant, pardon, et puis il décide de prendre le virage quand même alors qu'il est à plat. Et ça tombe évidemment, mais il gagne quand même. Il gagne, et puis là, il y a les commentateurs qui disent ouais, mais il est peut-être pas si fort que ça, il a gagné qu'avec 30 secondes d'avance. Et on se dit, il a peut-être géré, mais on a bien vu dans le chrono notamment que Pogačar était très en forme et il était probablement un petit peu en gestion. Et faut pas trop s'inquiéter pour lui. On a vu les Ineos qui ont roulé très vite derrière l'échappée, alors qu'il n'y avait pas vraiment de danger au général. Donc là, on se dit, quel est vraiment le but? Défendre le maillot de Narvaez, c'était assez improbable. Plus probablement rouler pour Geraint Thomas, par exemple, euh, pour Thymen Arensman, mais Arensman, encore une fois, s'est trouvé sur cette étape-là. Donc assez difficile à comprendre. Et puis, assez rapidement, on a Daniel Felipe Martinez qui est un peu en difficulté. À environ 5 km de l'arrivée, je me suis noté, au même moment où Arensman et Plap font lâcher. Et en fait, Martinez, il était en temps d'adaptation, on va dire, puisqu'il a fini très fort et il finit deuxième de l'étape. Comme quoi, contrairement à Ben O'Connor, par exemple, qui a essayé de suivre et qui lui s'est fait péter le caisson pour rien, qui a fini très loin, c'était peut-être la meilleure stratégie à adopter. Mais donc, étape 2, qu'est-ce qu'on en retient? Pogacar est très fort. Et puis derrière, il y a des niveaux qui sont quand même assez homogènes parce qu'on a beaucoup de coureurs qui finissent dans le même temps, même si c'était une montée assez courte. Et puis aussi les enseignements qui étaient intéressants, c'est de voir que Daniel Felipe Martinez, il a pris son temps au début et ça lui a souri, tandis que Ben O'Connor, qui a voulu à tout prix suivre Pogacar, a totalement explosé. Et voilà, en a un peu payé les pots cassés. Je sais pas si l'expression se dit, mais j'espère que vous comprendrez ce que je veux dire. Troisième étape, on arrive à Fossano, une étape où on s'est dit, moi je vous avais dit,
Il y a une petite montée là vers la fin qui peut peut-être jouer un rôle. Et au début, on a eu très peur, puisque une étape très chiante qui s'est dessinée, pas d'échappée. Et puis là, on a eu le sprint intermédiaire avec un gros groupe qui est sorti, un gros groupe de sprinters. On s'est cru sur une classique flandrienne, hein, très, très simplement, suite à une attaque de Fiorelli, donc qui voulait essayer de reprendre le maillot cyclamen, si je dis pas de bêtises. Et à un moment, dans la dernière montée, on a le show Pogačar, n'importe quoi, enfin pas non, n'importe quoi, mais on se dit, le gars avait dit, il faut que je me retienne un peu, que j'attaque pas trop parce que j'ai le Tour de France à gérer après. Et là, il attaque sur une étape de plat, dans une petite, la moindre petite côte, c'est, allez, j'attaque. Il était suivi par Geraint Thomas qui était totalement asphyxié. C'était un peu désorganisé. Et puis finalement, sprint final pour la victoire quand même. Pogacar qui n'aura pas tenu assez longtemps. Et puis victoire de Tim Merlier devant Jonathan Milan et Biniam Girmay. Donc il y a eu un peu de relief et ça suffit à avoir, par exemple, Jakobsen qui saute. Le pauvre, c'est pas la première ni la dernière fois de ce Giro qui saute dans une montée. Et c'est même Lund Andresen qui a sprinté ce jour-là, donc c'est pour vous dire. Et puis on a eu un peloton qui était assez désorganisé, donc sprint un peu bizarre. Plein de bons sprinteurs favoris qui n'étaient pas très bien placés. Mais donc, Tim Merlier qui gagne avec une très bonne pointe de vitesse devant Jonathan Milan. Milan qui se plaçait déjà pour le maillot cyclamen. Et ça s'est vérifié le lendemain, puisqu'il a gagné l'étape, tout simplement. Donc la quatrième étape qui arrivait à Andorra, qui est gagnée par Jonathan Milan. Alors c'est un profil assez similaire. Euh, la petite côte, le petit capi qui était juste avant l'arrivée, était un peu plus propice aux attaques dans le sens où ça montait puis ensuite ça descendait. Tandis que la veille, on avait aussi une petite montée, mais il n'y a pas de descente. Et la descente, on savait qu'elle pouvait être sur le papier un peu plus profitable aux échappés, aux attaquants. Mais là, le problème, c'est que la route était très rectiligne et ça va favoriser les attaquants, en l'occurrence l'attaquant, qui était donc Filippo Ganna, qui était repris par le peloton avec un sprint de Milan victorieux. Milan qui était super bien emmené. Laporte aussi avait bien emmené Coy, mais Coy était un peu trop court ce jour-là. On avait aussi Tim Merlier à ce moment-là qui avait fait un très gros sprint, mais qui partait de trop loin. Il était mal placé, donc c'était pas suffisant. Je pense que c'était le plus fort, mais mal placé, tandis que la Lidl Trek a joué parfaitement le coup. Et donc cette victoire de Jonathan Milan, à noter dans cette étape un peu de pluie et la double chute et l'abandon de Binyam Girmay. Donc dès la quatrième étape, il abandonne. Une étape qui aurait pu lui convenir en plus. On se demande s'il n'y a pas un petit souci de matériel parce qu'il chute très vite avec son deuxième vélo, comme si la pression des pneus n'était plus la bonne et qui était un peu trop gonflé pour quelque chose de mouillé. Et puis il jette l'éponge. On ne sait pas trop s'il est vraiment très blessé ou si c'est juste qu'il en peut plus. Et de toute façon, à partir du moment où vous tombez deux fois sur une descente mouillée, quand vous reprenez le vélo pardon, pour la troisième fois, on peut vous dire que chaque virage est une torture. En fait, vous avez l'impression de tomber à chaque fois. Donc il y a peut-être un petit aspect psychologique quand même sur l'abandon de Binyam Girmay. Cinquième étape, on a l'équipe Alpecin qui a roulé très très fort pour reprendre l'échappée, pour faire lâcher des sprinters, des Jakobsen évidemment dans les bosses. Et alors là, j'étais dans le bus malheureusement, donc j'ai pas pu suivre ça en direct, mais j'ai vu ça en replay. On a eu donc d'abord une chute de Christophe Laporte, malheureusement, qui était un peu les prémices de son abandon dans les étapes après. Alpecin qui roule très fort, qui reprend très vite l'échappée, donc là on se dit un peu bizarre, etc. On verra la stratégie d'Alpecin, pas vraiment au point sur ce Giro. Et puis là, on a un contre avec Benjamin Thomas notamment, et quatre coureurs qui sortent à 77 km de l'arrivée. Donc Pietro Bonne, Enzo Paleni et puis Michael Valgren. Et ça résiste au peloton. On sait pas trop comment, c'est des gros moteurs à l'avant. Les sprinters, ils sont un peu émoussés. En plus, il y a du vent de dos dans le final, ce qui fait que on n'arrive pas à revenir sur l'échappée. Malgré le fait que Andrea Pietrobon, donc de la Polti Cometa, a commencé à refuser les relais sur la fin. Et donc là, on a eu un super final comme on les adore sur le vélo, sur les courses de vélo, donc avec l'échappée qui joue avec le peloton, et finalement l'échappée qui s'impose, et encore plus l'échappée qui s'impose avec une victoire française de Benjamin Thomas. Euh, Benjamin Thomas qui signe la première victoire, si je dis pas de bêtises, de Cofidis cette saison, et pas n'importe laquelle, puisque c'est sur le Giro d'Italia. Euh, Milan a semblé très très fort aussi, même si le sprint c'était pas pour la victoire. Et aussi UAE n'a pas roulé sur cette étape-là, donc ils se sont bien économisés. Et puis quand même un petit mot de tactique pour la fin, puisqu'on sait, donc on a Pietrobon qui roulait pas, il attaque à 800 mètres de l'arrivée, là les trois autres se regardent, et là on sait très bien qu'il y a quelqu'un qu'il faut qu'il aille le chercher, mais celui qui va le chercher,
et bah, il compromet un peu ses chances. Et puis on avait deux coureurs très, très expérimentés avec Valgren et Thomas, qui vont assez vite au sprint. Et puis là, il y avait le petit jeune de la Groupama FDJ, le français Enzo Paleni, qui a craqué. Après, on se dit que pour un jeune coureur de 21 ans, un top 4, c'est plus important que pour un Benjamin Thomas ou un Valgren. Mais donc, Paleni qui a ramené Valgren et Thomas sur pied trop bonne. Et là, on savait que ça allait se jouer entre Benjamin Thomas et Michael Valgren. Thomas qu'on connaît assez rapide quand même, mais Valgren, c'est pas n'importe qui non plus. Et au final, on exulte de joie puisque c'est Benjamin Thomas qui vient chercher la première victoire française sur ce Tour d'Italie. Une superbe étape. Vraiment, donc pour l'instant, les 5 premières étapes, on s'est vraiment pas ennuyé. Ça, c'est le cas de le dire. Et puis c'était pas non plus c'était aussi le cas, pardon, sur la 6e étape, l'étape des chemins blancs. Euh, donc pour les chemins blancs, une très grosse bagarre, pardon, pour la prise d'échappée. On savait qu'il y avait différents types de coureurs qui pouvaient sortir, aussi avec cette côte là qui était un peu au tiers de l'étape, je disais, où on pouvait voir des grimpeurs sortir. Très grosse bagarre. Pas de réel mouvement pour les favoris, cependant. On a aussi eu Groves qui était dans l'échappée, Caden Groves, qui commençait à se placer pour faire les points. Et puis dans l'échappée, les plus forts, c'était Luc Plapp. Donc Luc Plapp qu'on avait vu un peu en difficulté dans les étapes précédentes, et puis là il part dans l'échappée. On le laisse partir. Il y avait Pelayo Sanchez et puis Julien Alaphilippe. Euh, ils s'isolent à 3 et finalement ils seront jamais repris par le peloton. Même si on avait un gros train de la Ineos qui était mené notamment pour Jonathan Narvaez, je pense. Et ça gagne devant quand même, et Julien Alaphilippe est battu malheureusement au sprint par Pelayo Sanchez. Donc le crève-cœur évidemment parce qu'on voulait tous que Julien puisse gagner cette étape, mais malheureusement il y a cet Espagnol de la Movistar, Pelayo Sanchez, qui était le plus fort. Alors que même on s'est dit à un moment en plus, Alaphilippe est totalement cuit puisque quand Pelayo Sanchez se gourre dans le rond-point, là je pense que vous avez vu les images, on voit que Alaphilippe essaye de faire le jump seul sur Plapp, il arrive pas, se met dans la route de Pelayo Sanchez et là on se dit Alaphilippe il est cuit, mais il lâche jamais. Il y a une dernière ascension très dure dont on avait parlé dans la preview, il tient, et finalement sprint et le peloton qui ne revient pas, malgré l'attaque de Romain Bardet. Donc là on a Romain Bardet qui sort un petit peu, mais il se passe pas grand-chose du côté des favoris, et puis donc Pelayo Sanchez qui bat Alaphilippe. Et pas de changement chez les favoris. C'est un peu ce qu'on avait prévu en faisant la preview, tout simplement, qu'il n'y ait pas trop de changements dans les favoris. En revanche, des gros changements il y en a eu dans l'étape d'après, l'étape 7, le contre-la-montre individuel, remporté magnifiquement par Tadej Pogačar. Et là, il y a eu des énormes écarts. Peut-être les plus gros écarts de ce Giro, tout simplement. On verra avec l'autre étape de contre-la-montre, qui se tiendra cette semaine, on en parlera. Mais donc là, des écarts énormes. Pogacar qui gagne 16 secondes devant Filippo Ganna. Ensuite, il faut voir Magnus Sheffield à 48 secondes. Timen Arensman à 59 secondes. Je l'avais dit, je voyais bien de 4 Ineos dans le top 10. Et ils l'ont fait donc avec Ganna, Sheffield, Arensman et Thomas. Malheureusement, ils font 2, 3, 4, 10. Et c'est Thomas le leader qui est le moins bien placé. On a parlé sur Eurosport de problèmes de plateau. Apparemment, il n'aurait pas mis exactement le bon braquet, Geraint Thomas. Enfin, son mécanicien n'avait pas mis un développement qui était très adéquat. Ça l'a peut-être un peu plombé, bref. Thomas qui perd beaucoup de temps puisqu'il perd 2 minutes sur Tadej Pogacar. Donc ça c'est le premier enseignement. Alors qu'on a un gars comme Arensman qui fait quatrième. Donc là on s'était dit Arensman il est cuit sur les étapes précédentes. Et puis là il nous sort un chrono de fou furieux. Et donc là c'est le moment où on commence à se dire les leçons des premières étapes, il faut peut-être les prendre avec des pincettes. On a vu aussi Tiberi. Tiberi qu'on avait vu un peu en souffrance dans les premières étapes, qu'il a fait sixième du chrono à 1,20. Daniel Felipe Martinez qui confirme sa bonne forme, tout comme Luc Plapp. Alors Luc Plapp, énorme temps. Il fait septième à 1,45 alors que la veille, il était dans l'échappée toute la journée. Moi, je me suis dit, Luke Plapp, il va payer ses efforts, et ça a été le cas par la suite, mais là, il a failli un chrono magistral. On a un super chrono aussi de Ben O'Connor, qui finit 11e à 2 minutes 6. Donc là, on se dit, O'Connor, il avait explosé dans Europa, mais finalement, il est vraiment en forme, je pense, surtout pour faire un chrono comme ça, alors que c'est vraiment pas son exercice favori. On avait aussi Lutsenko qui a fait un bon chrono, Philippe Ozana, mais ça, c'est des coureurs qui ont un peu sauté par la suite. Un super chrono de Romain Bardet. Pas mal de gens ont dit le meilleur chrono de sa vie, puisqu'il a fini à 2,50 de Pogacar, mais seulement 18e. Donc c'est un beau score, devant des mecs comme Brooks par exemple. Donc à souligner.
Et puis il y a des coureurs qui ont perdu beaucoup de temps. On pense notamment à Lorenzo Fortunato qui a perdu 3,37, Damiano Caruso 3,59, mais on a vu par la suite que c'était pas vraiment son année au Damiano. Juan Pedro Lopez 4,16, énorme perte de temps. 4,19 pour Heiner Rubio, Alex Baudin 4,22, donc là on est vraiment sur des tarifs très très élevés. Storer aussi qui prend 4,24, 4,32 pour Domenico Pozzovivo, et puis celui qui a pris le plus cher, dans ceux qu'on mettait plutôt dans les favoris, c'est Esteban Chavez qui a fini à 5,27. Donc voilà, des écarts énormes. Moi je vous dis, c'est peut-être l'étape avec les écarts les plus importants qu'on aura vu sur ce Giro. Et puis on passe à l'étape 8. L'étape 8, donc étape de montagne, le lendemain du chrono, première vraie étape de montagne, avec les cartes qui ont été rebalayées, puisqu'on a des coureurs qui se sont replacés pour les classements. Euh, et donc une étape avec une grosse échappée. Valentin Paré-Peintre pour les Français, Romain Bardet. Et là, il y a un truc que j'étais pas très content, c'est de voir Julien Alaphilippe dans l'échappée. Parce que bon, c'est clairement pas une étape qui lui convient, hein, c'est pas son profil, et lui, il va perdre des forces là-dedans. Bon, c'était peut-être son choix. Il s'est peut-être dit aussi demain, c'est pour Tim Merlier, donc j'y vais pas, mais bon, moi, ça m'a un peu. J'étais un peu déçu de Julien. C'est très bien qu'il soit offensif, mais là, il a un peu perdu trop de force dans cette échappée où, en plus, ça s'est mal entendu. Il y avait du vent de face, les UAE ont roulé très fort, bref. C'était mené à la perte dès le début, et puis Julien qui est dans l'échappée alors que c'est pas son profil. C'était un peu dommage, j'ai trouvé. Même si Valentin Paré-Peintre n'a été repris qu'à 4 km de l'arrivée. Donc superbe étape de Valentin Paré-Peintre. On a vu Bardet devant aussi. Alors Bardet, on s'est dit, il a fait un bon chrono, il peut peut-être revenir dans le jeu. Quelle sera sa stratégie? Est-ce qu'il dit, bon, bah, j'ai assez de champs, je pars en échappée, quitte à perdre du temps? Ou est-ce qu'il dit, à partir de ce moment-ci, je m'accroche en montagne, je joue vraiment comme les favoris, et je vais reprendre du temps aux autres qui vont péter dans la montagne? Là, il a choisi l'option, je prends l'échappée. Ça aurait pu payer, parce que certains coureurs s'attendaient à ce que l'échappée aille au bout, pardon. Nous, on avait quand même vu plutôt la team UAE s'imposer, parce que première grosse arrivée au sommet, ils veulent un peu montrer les muscles. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, trop de coureurs dans l'échappée, ça s'entend pas, vent de face, les UAE qui roulent. Bref, compliqué pour les échappés, même si Valentin Paré-Peintre a fait une super étape. Et puis finalement, il n'y a pas d'attaque. Et puis Pogacar gagne au sprint. Donc c'est un groupe de 7 ou 8 coureurs. Je crois qu'ils étaient 7. Euh, Tadej Pogacar, donc, il gagne au sprint, qui n'a pas voulu attaquer, parce qu'on a vu qu'il était très fort. Sur le sprint, il a un peu déposé tout le monde et puis il les a attendus pour la photo finish, mais je pense qu'il était peut-être pas aérien, mais c'était quand même le plus fort. Et il s'impose donc devant Daniel Felipe Martinez et Ben O'Connor. Felipe Martinez, on l'attendait parce qu'on sait que c'est un peu le meilleur grimpeur. En fait, c'est ce que je vous disais dans la preview du Giro pour les favoris. Felipe Martinez, c'était pour moi le favori numéro 2, à condition qu'il soit en forme. On sait que c'est un coureur très irrégulier, mais sur le papier, s'il est en forme, il est meilleur que tous les autres. Et c'est la tendance qui s'est confirmée pour cette première semaine pour l'instant. Donc Felipe Martinez deuxième, et puis une super troisième place de Ben O'Connor, à noter quand même. Dans le groupe, on a aussi Antonio Tiberi, qui confirme donc qu'il va pas si mal, en dépit des premières étapes où il était un peu loin. Ainer Rubio aussi, qui est là pour la Movistar, qui commence un peu petit à petit à s'imposer comme un leader. Et puis Kanoe Books qui est maintenu, avec Geraint Thomas évidemment. Rensman qui finit pas loin. Et puis là, la performance de Michael Storer. Storer qui était dans l'échappée, puisqu'il a pris très cher dans le chrono. Et il a tenu le groupe des favoris jusqu'à l'arrivée, c'était complètement dingue. Il finit 9e à 13 secondes, pardon, mais super impressionnant, Michael Storer. On retrouve le Storer des grandes années de la DSM, très clairement. On a vu aussi Alex Baudin qui a fait un bon numéro, qui finit seulement 10e, meilleur français. Ce sera probablement le meilleur français au général. On verra s'il arrive à tenir la longueur. C'est un coureur très jeune, Alex Baudin. Pas sûr qu'il puisse tenir les 3 semaines, mais pour l'instant, il fait un super début au Grand Tour. Puis on avait aussi Fortunato qui était pas très loin avec Pozzo Vivo et puis Yann Hirt. Et après, c'est la dégringolade. Luc Plac qui perd quasiment 20 minutes. Je l'avais annoncé, enfin je l'avais annoncé, je sais pas si je l'avais annoncé, mais moi je le voyais pas dans mes favoris, Plac. Et puis là, avec les efforts qu'il avait fait sur les étapes d'avant, c'était certain que ça allait lui retomber dessus. Là, il a complètement lâché, puis on le reverra sur les chronos, et puis pourquoi pas des échappées.
Abandon de Lutsenko aussi, qui a pris cher, qui était malade. Filippo Zana qui finit loin. Juan Pedro Lopez, encore plus, hein, puisque Juan Pedro Lopez, il a fini à 4 minutes avec un Manuel Xavier. Derrière, par exemple, des gars comme Simon Geschke qui était dans l'échappée. Romain Bardet qui finit à 2,21, donc il limite un peu la casse, mais c'était sûr qu'en étant repris de l'échappée, il allait pas tenir très longtemps. Je pense que la stratégie de Romain Bardet désormais, ça va être de perdre un peu de temps et puis de partir dans des échappées en espérant gagner des victoires d'étape. Et puis pourquoi pas au petit bonheur la chance, remonter au général, donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon une Guillaume Martin. C'est un peu dommage, moi j'aurais préféré voir Bardet vraiment jouer avec les meilleurs, quitte à faire sixième, septième du général, mais vraiment s'accrocher et jouer avec les meilleurs. Mais c'est plus vraiment la philosophie de Romain, il commence à avoir un certain âge et puis il préfère se faire plaisir. C'est totalement compréhensible, mais donc difficile d'établir une hiérarchie entre tous les coureurs qui ont fini là dans le groupe du sprint. Ça sera très intéressant pour la suite. Même si on a vu quelques tendances se dessiner, par exemple Martinez qui est très fort, qui affiche ses ambitions, il a fait un peu rouler Maximilian Charman. Charman qu'on a dit donc qui revient en force, donc ça c'est très cool pour Labora, pour Martinez, même s'il a chuté sur l'étape de dimanche, sur l'étape 9, Charman, mais ça avait pas l'air trop sérieux, donc ça va. Ineos, on se dit aussi, Thomas a l'air un petit peu plus fort que Arensman, mais Thomas est tombé sur l'étape 9, d'ailleurs avec Charman. Thomas, on n'est jamais à l'abri d'une chute parce que on sait que c'est un coureur très fiable, mais si jamais il a une chute, ce qui lui arrive malheureusement assez souvent, il faudra avoir Arensman euh, en deuxième carte. Et puis Arensman aussi, il monte en puissance, donc faut vraiment rester très vigilant à ce moment-là sur les conclusions qu'on tient. Et puis l'étape 9, donc l'étape d'aujourd'hui qui arrive à Naples. euh, comment dire? Je m'attendais à une grosse échappée, et on a eu une petite échappée avec deux coureurs de la Politique Cometa. Euh, Les sprinteurs, les équipes de sprinteurs, notamment l'Alpecin, ont contrôlé pour pas qu'on ait trop de coureurs allant échapper. Ils savaient que c'était dangereux. Ils ont eu raison, malheureusement, pour le spectacle. Et puis, on a des coureurs qui ont lâché très tôt des sprinteurs. Les Jacobsen, évidemment. Jacobsen qui a pas fait un seul sprint, c'est un peu catastrophique. Mais Lund Andresen a aussi été lâché, donc plus personne pour la DSM. Tim Merlier qui a été très vite lâché, mais bon, il savait que c'était pas trop son étape. Et donc là, on se dit, mais si Tim Merlier lâche, pourquoi est-ce qu'Alaphilippe a tout donné la veille alors qu'il aurait pu donner plus dans cette étape-là, puisqu'il n'était pas équipier pour Merlier? Et puis c'est ce qu'on a vu après, puisqu'Alaphilippe a attaqué, mais il a pas tenu parce qu'il avait pas assez de force, parce qu'il avait attaqué la veille. Bon bref, on en reparlera un petit peu de Julien, mais difficile de lire sa stratégie globale sur le Giro, pas juste une étape après l'autre. Et puis incident mécanique aussi pour Laurent Spiti. Alors là c'est le crève-cœur, il semblait fort, mais il peut pas revenir parce que ça roule trop vite à ce moment-là, on est à 40 bornes de l'arrivée. Puis il est déjà à une minute en fait avec son incident mécanique, vu que le peloton était très étiré, pardon, les voitures sont loin. Bref, très dommage pour Laurent Spiti. Et donc, je le disais, Julien Alaphilippe qui attaque à 28 km de l'arrivée, alors que l'échappée est quasiment reprise et qui relance la course. Donc merci Julien pour le spectacle quand même. Et puis ça part en duo avec Ewan Kostiou. Ewan Kostiou qui a fait un énorme effort pour revenir sur les 5 hommes qui étaient à l'avant. Et à un moment, il y a Ewan et puis Julien qui s'en vont là, tranquillou à deux, dans l'avant-dernière difficulté. Donc Cocorico, même si on sentait que ça allait pas aller au bout. Et dans la dernière montée, Ewen lâche, Julien semble encore très fort. Et puis là, on se dit, les sprinters roulent pas si vite là. C'était la Lidl qui était à l'avant. L'Alpecin avait cramé toutes ses cartes, parce qu'ils ont roulé un peu n'importe comment, encore une fois, l'Alpecin, je trouve, à vouloir rouler trop vite, trop tôt, et puis c'est tous leurs équipiers pour au final se retrouver avec plus personne. D'ailleurs, Grove, ça fait seulement septième de l'étape. Donc bon, il n'a pas vraiment fait honneur au travail de ses équipiers, bref. Mais Julien, dans la dernière bosse, là, à 10 km, il semble encore avoir de l'énergie, ça roule pas très vite pour la Lidl Trek, on se dit, ah putain, ça joue peut-être, hein, avec la descente après, etc. On sait que l'étape est très piégeuse, il y a des demi-tours, etc. Pourquoi pas? Et là, l'énorme attaque de Jonathan Narvaez, qui confirme sa très très bonne forme, qui contre et qui dépose si rapidement Julien. Là, on s'est dit, Julien, si tu n'avais pas fait des efforts hier, inutiles, peut-être que tu aurais pu suivre. Et là, c'est vraiment le crève-cœur. Mais Narvaez qui part tout seul parce qu'il est trop fort.
Et là, on revient sur le plat, il y a 20 secondes, il reste 5 km, il y a 20 secondes pour Narvaez. Moi, je me dis, c'est fait. Il y a le dernier virage en épingle, et là, où on voit vraiment le peloton qui est au moins à 10 secondes, alors qu'il reste 700 mètres. On se dit, c'est mort, Narvaez va gagner. Et puis là, il y a un mec en rose qui commence à rouler. Tadej Pogacar qui se lance dans la chasse de l'échappée et qui roule pour Molano. Donc là, on a le mec qui vaut des milliards d'euros en valeur marchande, j'exagère un peu, mais le coureur le plus bankable du monde, qui est maillot rose sur le Giro. Et à la neuvième étape, on ne parle pas de la dernière étape, à la neuvième étape, le mec roule comme un dératé pour revenir pour que son sprinter, qui est un sprinter de troisième rang, non peut-être second rang, troisième rang, puisse se jouer le sprint. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça m'a vraiment abasourdi. Molano finit troisième, donc il fait quand même honneur au travail de Tadej Pogacar, mais donc Pogacar revient sur Narvaez. Et c'est les sprinters qui gagnent, au grand désarroi général. Mais on a une petite surprise parce que c'est pas Milan qui gagne, c'est Olaf Koy. Olaf Koy qu'on avait déjà un peu ciblé pour cette étape-là si jamais ça se finissait au sprint, hein, très clairement, tout comme Milan. Et donc Olaf Koy qui gagne devant Milan et Molano. Pour un Kiden Groves qui finit septième comme un loser. Je suis désolé pour lui, mais là vraiment c'était très mal joué de la part de la Alpecin. Puis après on avait aussi des gars comme Caleb Ewan qui était là, mais il finit douzième. Donc vraiment l'énigme Caleb Ewan. Et donc voilà, pour cette étape numéro 9 et cette première semaine du Giro. Désormais, si on se penche pardon, sur le classement général, il y a des premières conclusions qui peuvent être tenues. Donc à l'arrivée à Naples, donc 9e étape, une semaine de course, Tadej Pogacar qui est déjà 2,40 d'avance sur Daniel Felipe Martinez. Jusque-là, rien d'inquiétant. On s'y attendait tous qu'il ait autant d'avance. Donc Pogacar a fait le job. Et ensuite, c'est intéressant, puisque Felipe Martinez est donc le deuxième. Il est à peu près dans les mêmes temps que Geraint Thomas. Il a 18 secondes d'avance sur Geraint Thomas, donc autant dire que c'est rien. Mais donc, on voit les deux derrière là qui sont forts, des gros rouleurs, bons en montagne. Petit avantage à Felipe Martinez, très clairement. Bon, après, c'est un coureur instable, donc c'est pas interdit que sur une étape des 2 prochaines semaines, il nous fasse une coulante. Mais donc, Felipe Martinez, pour moi, très clairement, le deuxième plus fort de la hiérarchie. On en avait déjà parlé. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Il est à 2,40. Je pense que Daniel Felipe Martinez et Geraint Thomas vont encore un petit peu jouer pour la gagne dans cette deuxième semaine. En tout cas, c'est ce qu'ils doivent faire. Ils doivent encore jouer comme s'ils pouvaient gagner le Giro, puisque Pogacar n'est pas vraiment à l'abri pardon, d'une défaillance, et qu'à moins de 3 minutes, quand on est la Bora ou la Ineos, on ne peut pas commencer directement à jouer pour la deuxième place. En revanche, derrière, il faut clairement jouer déjà pour le podium, hein, très clairement. Donc on a Ben O'Connor qui est quatrième à 3,39. Donc Ben O'Connor qui semblait fort, mais qui a totalement explosé dans Europa parce qu'il a roulé trop vite. Mais il a fait un bon chrono. Là, il a fait une belle perf sur la montée à Prati-Ditivo. Donc vraiment, Ben O'Connor très solide dans la hiérarchie, à peu près au même rang, et c'est ce qu'on voit dans les classements de toute façon, que Kanoïte Brooks et Antonio Tiberi. Tiberi, qui était en difficulté au début, sur les premières étapes, mais qui s'est montré très fort sur les dernières, la fin de la semaine. Donc vraiment Tiberi, gros client. Et puis Hoyte Brooks, qui a été un peu décevant, je trouve, sur le chrono, qui en montagne confirme qu'il est bon. Je disais que sa transition chez Visma était assez compliquée, puisqu'il avait des résultats qui étaient un peu en dessous de ce qu'il avait sur les saisons dernières à la Bora. Mais là, très clairement, il s'affirme comme un vrai leader. Donc, la Visma Lease the Bike, il se retrouve quand même avec un vrai leader sur ce Giro, avec l'abandon malheureusement par contre de Christophe Laporte. Donc ça, c'est un peu un crève-cœur, mais je pense que Laporte n'a pas supporté toutes ses blessures. Et puis donc O'Connor, Heutebrooks, Tiberi, je pense dans un troisième volet après Geraint Thomas. Et ensuite, il y a des coureurs qui nous impressionnent un peu. Je les mets à peu près tous au même rang, c'est Fortunato, qui est septième à 5,28, 5,15 pardon, Rubio qui est huitième à 5,28 et Storer qui est à 6,21. Ces trois coureurs-là, moi je les mets à peu près dans le même rang, donc c'est des très bons grimpeurs, nuls en chrono. Donc ils vont encore prendre cher sur le chrono de cette semaine. En revanche, en montagne, très très solide. Vraiment à apprécier. Il y a aussi Thymen Arensman qui est remonté donc à la 9e place.
Donc on disait Arensman, Tiberi, ça craque en début de saison, de semaine. Bah, ils sont très présents dans le classement et pas très loin des autres. Donc Arensman qui a 5,30, donc c'est seulement 2 minutes 30 derrière, derrière Geraint Thomas, pardon. 2 minutes derrière Ben O'Connor, donc très clairement rien n'est fait. Arensman, très gros client, clairement. Il est en train de monter en puissance, à surveiller aussi. Et après, il y a Jan Hirt qui est 10e, on sait pas trop ce qu'il fait là. Enfin, en tout cas, Jan Hirt, personne n'en parlait, mais c'est toujours un coureur très solide, un bon équipier, donc je pense qu'il peut viser le top 10, il a vraiment les ambitions pour. Et puis donc Storer qui est 11e. Pour moi, ça c'est les coureurs du top 11 qui vont la jouer à la régulière. Peut-être Storer pourra partir dans des échappées, je ne sais pas. Après, on est 12e, Alex Baudin. Donc, Baudin, on sait qu'en montagne, on l'a vu, il est pas aussi fort que les mecs devant, c'est très clair. Et aussi, c'est un équipier de Ben O'Connor, donc on peut pas vraiment le mettre dans les favoris. Zana qui est 13e, déjà à 7 minutes 12. On a vu qu'il tiendrait pas la longueur pour le classement général. En revanche, pour les étapes, il a déjà assez de champ pour partir en échappée, je pense. Et puis, il faut parler de Romain Bardet, qui est 14e à 7,51. Donc, quelle sera la stratégie de Romain Bardet? Moi, je penche plutôt sur une Guillaume Martin, je vous disais. Donc, c'est-à-dire, il va rester en embuscade et puis partir dans les échappées. Je pense qu'il va perdre pas mal de temps sur la semaine prochaine, que ce soit sur le chrono ou peut-être dans des tentatives d'échappée qui marcheront pas toujours. Mais ça peut lui sourire à un moment. Et puis, on va en parler quand même. Il y a Juan Pedro Lopez qui semblait très fort, qui a totalement craqué dans l'étape de Pratiditivo en plus d'avoir pris cher sur le chrono et qui se retrouve maintenant 17e. Donc, pareil pour lui, le classement général, c'est un peu mort, surtout que la Lidl, pareil, qui est pas mal autour de Jonathan Milan pour les sprints, donc ça sera en échappée. Très rapidement, on parle du classement de la montagne. Il est déjà joué. Pogacar, 104 points. Deuxième, Felipe Martinez, 52. Troisième, Geschke, 36. Donc autant dire que Felipe Martinez, il prendra des points avec Tadej Pogacar quand les favoris seront devant, mais il prendra toujours moins de points que Tadej Pogacar, puisque Pogacar sera plus fort en montagne. Donc Pogacar sera très clairement le meilleur grimpeur de ce Giro. Simon Geschke à 36 et Lilian Kelmejan à 32. Je suis même pas sûr qu'ils vont vraiment jouer la montagne parce que Pogacar va prendre tellement de points que eux ils vont devoir aller dans des échappées, essayer de gagner des points, mais c'est pas tant les meilleurs grimpeurs du peloton, donc très clairement maillot de la montagne déjà joué, maillot des points quasiment déjà joué aussi. Milan qui a 174 points et derrière on a Groves et Coy qui sont à 116 et 115, Merlier à 100. Ils vont peut-être encore un peu faire les sprints intermédiaires, mais Milan elle va trop vite sur le plat, recule pas quand ça monte, donc très clairement Milan est l'énorme favori au cyclamen et à moins d'une chute et d'un abandon. Je pense qu'il prendra toujours beaucoup de points sur les sprints intermédiaires, beaucoup de points sur les arrivées massives, donc il sera difficile à assez déloger. Et puis classement des meilleurs jeunes, c'est très serré, puisqu'on a Uitebrooks et Tiberi qui se tiennent en 20 secondes. Pour l'instant, c'est Uitebrooks qui porte le maillot blanc. Et puis Arensman aussi, qu'il faut pas oublier, qui a une 30. Voilà, c'était le débrief de la première semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du format, à écouter la deuxième partie aussi qui va bientôt sortir sur donc la deuxième semaine à venir. Et puis je vous dis à bientôt et profitez bien de les courses. Salut!